Je savais que je me lançais dans quelque chose de compliqué. Je savais que ce serait certainement très cher. Je savais que ce serait très difficile, malgré tout, technologiquement. Et puis, j'avais l'impression que ça devait être un projet relativement important, que tout devait être à la mesure de cette idée de mettre des robots sur une scène. Il a commencé à rêver de faire un spectacle avec des robots et des acteurs. Et basé sur ça, on a commencé avec lui de rêver. Lorsqu'on s'est vu la première fois, j'avais uniquement une idée floue du projet. Je savais qu'il s'agit de mettre des robots sur scène. Et je cherche à comprendre quels sont les besoins exacts. On a appris aussi à se connaître entre les gens du spectacle, les gens de la robotique et les gens du design. On a appris à se donner un langage commun. On devait faire une danseuse. Et le problème de la danseuse, c'est qu'elle devait être souple et sensuelle. Et alors, on se disait, bon, ok, on peut peut-être mettre des moteurs partout, mais où est-ce qu'on les met pour qu'une danseuse soit sensuelle? Pour qu'une machine soit sensuelle? Alors on a été voir François Junot. François Junot, qui est un des derniers automatiers de Sainte-Croix et qui fabrique justement des automates qui évoquent complètement les êtres humains. Alors j'ai débarqué chez lui et je me suis retrouvé dans le décor que j'avais imaginé, c'est-à-dire un atelier avec des têtes, des jambes qui pendent, avec des bouts de mécanique, avec des engrenages, avec des choses comme ça. Et puis au milieu, lui, ce personnage ébouriffé, complètement fou de son métier, l'artiste par excellence, un vrai génie. Au début, je suis parti de ce principe du squelette. Alors qu'habituellement, sur des automates traditionnels, tu as toujours une plaque d'animation qui est un peu carrée, sur laquelle tu viens de fixer l'axe du bras, l'axe de la tête, un petit peu toujours pareil, mais rarement avec des flexibilités comme ça. Il faut qu'il y ait des muscles qui tiennent cette colonne. En fait, là, les muscles... Pour comprendre cette étrange histoire de robots et de danseuses, il faut tout reprendre depuis le début. Au début donc, il y a Christian Denisard, musicien, homme de théâtre, fou de science. Il rêve de monter une espèce de comédie musicale dans laquelle un couple de comédiens aurait pour interlocuteurs 3 robots. Ce rêve est né d'une première rencontre avec des robots, évidemment, tous conçus ici à l'école polytechnique de Lausanne, dans l'antre du sorcier de la robotique, Roland Sigwart, patron du laboratoire des systèmes autonomes, concepteur il y a 2 ans d'un événement public unique en son genre. Ils venaient de faire l'expo 02. Ça avait été une très grosse expérience. Ils ont fait vraiment un grand bond dans la navigation, entre autres, dans plusieurs domaines de la robotique. Et puis le projet que je leur ai proposé, en fait, c'était une bonne continuité de ce travail. Il y avait d'autres contraintes, c'est-à-dire il y avait des choses plus faciles, des choses plus difficiles. Les choses plus faciles, c'est qu'il n'y avait pas des gens en permanence autour d'eux qui venaient leur tirer les sourcils à ces machines. Puis les choses plus difficiles, c'est que, alors là, on n'a plus le droit qu'un robot s'arrête. C'est-à-dire qu'on a les contraintes du spectacle. Il y a d'un côté des défis technologiques qu'on peut bien maîtriser à l'EPFL et avec nos partenaires technologiques, mais il y a toutes ces questions d'interaction avec le design, avec les automatiers, mais avec aussi les metteurs en scène, qui ont tous leurs contraintes, qu'est-ce qu'ils aimeraient et comment ils aimeraient faire. Et c'est très difficile, mais aussi très intéressant de voir comment on peut développer ça, de discuter ensemble et pour réaliser quelque chose qui, après, est intéressant pour le grand public. Björn Jensen est informaticien. Il travaille dans le groupe de recherche de Roland Sigwart. Comme ses collègues, il va devoir oublier pour un temps les rigueurs de la culture industrielle pour se frotter aux extravagances théâtrales. Pour ce qui est de la base des robots, on va repartir des créatures de l'Expo 02 qui ont largement fait la démonstration de leur capacité sur le plan de l'autonomie et de l'interactivité. Mais il s'agit en plus de résoudre des problèmes spécifiques à la mise en scène, car Christian Denisard veut pouvoir diriger ses mécaniques comme il dirige ses comédiens.
Et ce que nous voyons naître ici, c'est un logiciel inédit qui va lui permettre de régler en toute liberté les déplacements de ses robots. Exactement comme un maître de ballet travaillerait avec son orchestre et ses danseurs. Dans ce qui est la robotique en général, c'est la précision dans l'espace qui est important. Donc on a des mouvements et on arrive à un but avec des millimètres ou une précision même supérieure. Et pour ce qui est important pour Christian, c'est d'être synchrone avec la musique. Donc on a toute une nouvelle dimension qui entre là-dedans et on cherche à créer des outils pour arriver à ce but-là. Que le tempo de la musique, il détermine beaucoup la vitesse de la machine. Essayez voir de relancer là. Je pense à la fin, on essaie d'adapter le robot à la musique, mais... ça pourrait marcher aussi. Ça pourrait aller, ouais. Ce serait plus... Ouais. Ce serait plus speed, mais ça pourrait marcher. Bon, dans l'ambiance, c'est pas ça. Pendant ce temps-là, à quelques pas du laboratoire des systèmes autonomes, la construction des 3 robots comédiens a déjà commencé. Nous sommes ici à Bluebotics. C'est une jeune entreprise, une spin-off comme on dit dans le jargon des grandes écoles, directement implantée sur le campus de l'EPFL. Sous la férule de son patron, le docteur Nicolas Tomatis, Bluebotics s'est spécialisé dans un type de robot spécialement conçu pour des tâches d'inspection ou de surveillance, entre autres, ce qui implique des machines aux capacités bien particulières. Ce robot, comme les autres, si on veut le mettre dans une catégorie, il est certainement dans la catégorie des robots autonomes, à différence de la majorité des robots qu'on trouve sur le marché qui sont plutôt télécommandé. Donc il est autonome du point de vue énergétique, il n'a pas besoin d'énergie depuis l'extérieur. Il est autonome du point de vue de la puissance de calcul, qu'on appelle parfois intelligence, un mot que j'essaie d'éviter d'habitude. Et puis il est autonome aussi du point de vue de la perception. Il a ces capteurs qui lui permettent de voir ce qu'il y a autour. Tout cela est utilisé tout d'abord pour ce qu'on appelle la navigation, c'est-à-dire que cette machine sait où elle se trouve dans l'environnement, elle sait où elle doit aller parce qu'on lui a donné la connaissance de l'environnement et elle sait comment y aller parce qu'elle va mesurer ce qu'il y a autour pour arriver au but qu'on lui donne. Redoutable machine donc, capable d'une grande indépendance, même s'il s'agit maintenant de leur donner une physionomie d'acteur. Pour cela, direction l'ECAL, la haute école de design lausannoise de réputation internationale. Avec l'ECAL, on a pu travailler avec des questions de base, c'est-à-dire, est-ce qu'un robot doit avoir une tête? Est-ce que c'est important? Comment on fait pour qu'un robot, en fait, ne nous fasse pas peur en arrivant vers nous? À quelle vitesse il doit aller? Est-ce que c'est rassurant qu'il évoque quelque chose qu'on connaît ou bien est-ce qu'un cube, ça suffit? Toutes ces questions, on se les est posées avec eux. Pour eux, c'était intéressant parce qu'au niveau du design, c'est le type de questions qu'ils doivent se poser. Là, j'ai rencontré Luc Bergeron, qui s'occupe du design industriel à l'ECAL et qui également était très intéressé parce que pour eux, c'était un exercice différent finalement de voir à quoi pourrait ressembler un robot. En réalité, on sait que le robot, du point de vue technique, il n'a pas besoin de tête puisqu'il se dirige avec ses lasers. Donc, le fait de mettre une tête, ça nous amène justement peut-être à cette espèce de problématique qui dit que ça devient de la décoration. En même temps, c'est nécessaire pour le jeu, pour l'expression du robot, etc. Ouais, plus de la décoration, je dirais du... Nous avions donc le rôle là de jouer l'interface entre les contraintes amenées par le PFL, qui sont des Bluebotics, donc qui sont les contraintes technologiques liées aux robots, au développement de ces robots, à leur fonctionnement, et des contraintes, je dirais, de spectacle et de représentation amenées par Christian de Nizard. Pas facile en effet de raconter une histoire avec des robots, une histoire d'amour qui plus est. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit. Le décor venant d'être installé, profitons des premières répétitions pour mieux découvrir la pièce et ses personnages, même si certains d'entre eux sont encore à l'état de projet. Dans un univers clos, digne de Jules Verne, un homme vit, reclus, coupé du monde. Il partage son quotidien avec 3 machines destinées à lui prodiguer toute l'aide et l'affection qu'il a renoncé depuis longtemps à attendre des hommes. L'auteur a imaginé que son héros serait secondé par un serviteur guindé, fidèle et un peu borné.
Et comme nous sommes dans un univers très anglo-saxon, pour leur tenir compagnie, il y aura forcément un animal domestique, fidèle lui aussi, quoique indiscipliné. Enfin, toute dramaturgie étant incomplète sans un zeste de passion trouble, il restera à inventer le 3e robot. Un humanoïde étrange et séducteur, une danseuse qui saura tromper la solitude du maître des lieux et qui se retrouvera, comme il se doit, en concurrence avec une véritable présence féminine, laquelle, inévitablement, va venir bouleverser cet univers par trop technologique. En tant que designer, moi je suis intimement convaincu que le projet du robot serviteur est parfaitement réussi. Pour la simple et bonne raison que c'est un projet qui exprime une cohérence entre les contraintes technologiques qui nous ont été imposées par Bluebotics, les constructeurs des robots, par les contraintes de représentation qui nous ont été émises par Christian de Nizar, et par le fait qu'on a pu nous aussi y mettre notre éthique professionnelle. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de décoration, c'est un projet de design très cohérent. Le robot serviteur est donc prêt à entrer en scène. Il n'en va pas de même du personnage le plus mystérieux. Retour à Sainte-Croix dans l'antre de François Junot, où petit à petit notre danseuse prend forme. Dans cet atelier, elles paraissent bien lointaines, les préoccupations des designers. Ici, le défi, c'est de construire avec des moteurs, des câbles et des boulons, une créature troublante, capable de séduire. Une femme. J'ai supprimé une vertèbre parce que avec le cou, elle avait un cou trop long après. Ça lui faisait une... Là, il aura déjà le cou un petit peu long pour que ça fasse un peu danseuse, un peu plus danseuse, mais avec une vertèbre de plus, j'étais trop long avec les épaules. Alors je l'ai enlevé, quoi. Moi, j'aimerais qu'elle inspire la confiance. J'aimerais qu'il y ait des personnes qui ont envie de la toucher après le spectacle. Ils disent, ah, c'est celle-ci. Et puis il y a toujours un petit doute, une petite peur, alors qu'un objet qui est très carré, etc., il y a toujours le côté moins attirant, quoi. Et c'est ça, c'est y donner la vie, quoi. En fait, je crois que c'est ce que j'essaie le plus de penser à chaque fois, c'est de lui donner même des défauts pour qu'elle soit plus vivante. Elle n'est pas encore programmée. Pour l'instant, elle est inerte. Elle a les mouvements qui sont prêts à être mis en fonction, pour autant qu'on la branche, on pourrait dire. Mais sa vie, elle n'est pas encore là. À Bluebotics, on touche au but. Le dernier des 3 robots autonomes qui servent de base au personnage est maintenant prêt. Il s'agit de l'animal domestique. Il est encore tout nu, mais il porte déjà un nom. Bruno. Nicolas Tomatis vient de procéder à la première séance de de programmation de ce curieux bébé avant son éveil et ses premiers pas. Voilà, maintenant le robot est dans sa configuration complète, c'est-à-dire qu'on est passé par les premiers tests sur une table. Après, on a testé sans les capteurs. Aujourd'hui, il est là avec ses capteurs, donc il peut me voir. Si moi je me mets devant, il va s'arrêter. Il va essayer de générer une trajectoire. Naturellement, là, il n'y a pas la place. Il faut que je laisse un peu de place. Puis là, donc, il va générer une trajectoire pour arriver à son but et me passer autour. Là, il va aller là-bas, comme je lui ai dit. Et puis, à nouveau, là, il va tourner et il va repartir pour venir là. Si je me mets dans sa trajectoire, bah, il a un problème, il voit ça, il va générer une autre trajectoire autour de moi. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Il doit venir ici. C'est ce qu'on appelle typiquement de l'évitement d'obstacles. Un tel événement, cela s'arrose, d'autant plus qu'on arrive au bout du développement purement technique du projet, à l'exception d'une phase de finalisation des robots confiée à Innov3, une entreprise d'ingénieurs lausannois.
Et tandis que le monde de la science trinque avec les designers et les artistes, Bruno, le robot, découvre seul et sans l'aide de personne son existence toute nouvelle d'animal curieux. Dans ma tête, je pensais que les robots pouvaient faire moins que ce qu'ils me proposent. C'est-à-dire, vraiment, je suis plutôt surpris de voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Mais je dois faire attention parce que le spectateur, il est habitué justement au cinéma. Et puis à voir des robots faire des choses autrement plus incroyables. Et puis il faut que sur scène, avec nos moyens, les moyens du théâtre, on arrive à montrer quand même quelque chose d'émouvant. Place donc à la mise en scène. Une mise en scène qui va s'orchestrer d'une manière totalement originale grâce au logiciel développé par Björk Jensen et son équipe et qui sont maintenant totalement opérationnels. Donc c'est vrai que moi du coup je peux modifier les scènes, enfin je peux les créer, je peux les modifier, je peux travailler le soir dessus parce que je peux les visualiser. Donc c'est beaucoup plus souple comme approche. Là, sur cet ordinateur, j'ai pu programmer les mouvements des 2 robots sur la première scène. Et puis comme j'ai fait des démos musicales, je peux tester les scènes en les envoyant ensemble, comme ça. Donc là, c'est le matin, les lumières sont éteintes, et le robot serviteur sort de la cuisine, qui sera là. Il a une bougie à la main, parce que j'aimerais faire un contraste entre la robotique, enfin le hautement technologique et puis ce type de choses. Là, il va à l'avant-scène, il va s'arrêter, il va regarder comme ça le public et ensuite il va continuer. Il va aller réveiller l'animal domestique qui dort sous l'escalier juste là. Il s'approche donc de lui, il s'arrête, l'animal s'allume. Là, il fait demi-tour et puis il part vers la porte. Et puis l'animal le suit. Et en fait, on a juste programmé 2 trajectoires, de même trajectoire avec un petit peu de temps de différence. Mais pour le spectateur, c'est évident que l'impression, c'est vraiment que l'animal suit le serviteur. C'est ça qu'il voudrait plus rapide. Et la collaboration entre les informaticiens de l'EPFL et les artistes se poursuit. La danseuse vient d'arriver sur le plateau. Elle est presque finalisée. Il lui manque encore sa robe de soirée, qui tombera jusqu'au sol, ainsi qu'un maquillage final. Première prise de contact pour voir ce dont elle est capable. Non, tu vois, ça donne presque un sens d'être fier d'avoir réussi ça. Parce que je l'ai reculé comme ça. Il s'agit maintenant de créer pour elle une programmation informatique. Est-ce que je peux voir le tout juste comme c'est? Enfin arrivent les premières présentations en public. Ce n'est pas encore le spectacle, mais quelques séquences tests qui vont être un instant dévoilées. C'est un moment de vérité indispensable pour toute l'équipe qui a porté le projet. En coulisses, bien sûr, la concentration est à son maximum. Pour les comédiens, c'est un jeu complexe basé sur l'art du mime. Un jeu précis, mais intimement lié aux actions de ses étranges partenaires. Laurence Iseli et Branch Worsham doivent ici mettre à contribution leur propre imaginaire en permanence. En général, quand on joue sur scène avec un partenaire en chair et en os, il y a des vraies interactions. Tandis que là, il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire le robot, il ne va jamais réagir à ce qu'on fait. Donc il faut imaginer, il faut faire comprendre sa réaction, faire imaginer. On doit jouer pour 2, en fait, c'est ça. Je suis obligé de penser que veut dire un certain geste, comment faire une certaine semblance de sentiment, avec un mouvement de bras, un mouvement de tête. Et essayer de nous adapter à ça. Ce soir, les plus gros défis techniques ont été résolus, mais les difficultés sont encore énormes. Dans cette dernière ligne droite, il reste beaucoup à faire et comme souvent dans ce genre d'aventure, les problèmes de financement se font lancinants.
La tâche n'était-elle pas démesurée? Pour tous ceux qui entourent Christian Denisard, la question est maintenant cruciale. Va-t-on réussir le pari et mener le projet à son terme? De toute façon, de cette épopée est déjà née une expérience technologique et artistique exceptionnelle. Une expérience qui nous interroge sur le rapport qu'à l'avenir notre société va entretenir avec des robots de plus en plus performants et de plus en plus envahissants. Il se trouve que dans cette histoire, il y a un homme, une femme et 3 machines. On a donné des rôles à ces machines. Mais moi, je pense qu'on aurait loupé la pièce si les gens se concentrent sur l'exploit technologique que de mettre des robots sur scène. Il y a un attachement qui se développe entre l'homme et la machine. Et là, toutes ces questions technologiques sont peut-être pas les plus importantes. À un point, c'est vraiment la question, mais qu'est-ce que la société aimerait? Est-ce qu'ils aimeraient avoir une relation étroite avec des machines comme ça? Ou est-ce que ça devrait être plutôt des machines purs serviteurs qui ne développent pas d'interaction? Eh oui, bien sûr, car au-delà du show, cet étrange spectacle né dans la tête de Christian Denisard nous entraîne immanquablement vers d'autres territoires de réflexion. Mais là, c'est une autre histoire.